En dus met andere woorden, we moeten ook pragmatisch genoeg zijn over de discussie met betrekking tot lidstaten die zeggen, als u nu recent nog deze en deze lidstaten heeft opgenomen, waarom zou u ons dan de deur wijzen? Nu, België heeft tijdens het voorzitterschap toch sterk de nadruk blijven leggen op het feit dat dit proces, wat men in het Engels noemt, merit-based is. We hebben altijd uitgelegd, wanneer mensen ons vroegen, tegen wanneer kunnen wij dan verwachten van in de Europese Unie te zijn, dan heb ik dikwijls het beeld gebruikt van de student. De student kan altijd vragen wanneer de datum van zijn examen is. Dat kan hij vragen. Hij kan niet vragen wanneer zal ik mijn diploma hebben. Want dat hangt namelijk ook een klein beetje af van zijn eigen inspanning. En dus lidstaten of kandidaat-lidstaten die zeggen wij wensen in die Europese Unie te zijn, die moeten weten dat er hen heel wat werk staat te wachten. Bruno, ik ben het cijfer vergeten van het aantal pagina's waar de acquis communautaire op neerkomt, maar ik geloof dat het 30.000 pagina's of iets van die strekking is. Dus een lidstaat die vandaag lid wil zijn, die moet in zijn eigen wetgeving, klopt geloof ik, 30.000 pagina's. Er zijn die mensen die mij nog kunnen corrigeren, gelukkig maar. Dat zal dan met de bijlagen zijn natuurlijk. Hè. Maar dus vele tienduizenden pagina's moeten opgenomen worden in de wetgeving. Men kan uiteraard niet zeggen dat dat een walk in the park is. En wat ik dikwijls heb gezegd wanneer ik in contact was met mijn Turkse homologen, met de mensen van de Balkan, met mensen die zeiden van wat u ons allemaal vraagt. Ik heb dikwijls geantwoord, stelt u dit alstublieft niet voor als een offer dat uw land brengt. Of vindt u dat het negatief is voor uw bevolking om zeker te zijn van de voedselveiligheid van de producten die ze eten? Of vindt u dat negatief? J'ai voyagé beaucoup en Turquie pour expliquer exactement que l'effort de s'approcher davantage de l'Union européenne était un effort d'abord à consentir par les Turcs et qu'il y avait un travail à faire et comme je viens de l'expliquer, un travail bénéfique pour les Turcs eux-mêmes. J'ai pu en Turquie discuter, parler avec des représentants des minorités religieuses, avec des défenseurs de droits de l'homme, avec le monde économique, ou en tout cas la partie du monde économique un peu critique par rapport au gouvernement. Et ces trois témoins me répétaient chaque fois que l'adhésion, le processus d'adhésion vers l'Union européenne était pour eux très bénéfique. Pour les intérêts que, par exemple, les défenseurs des droits de l'homme ou les minorités religieuses avaient, qu'ils sentaient clairement que cette ambition de se conformer davantage à l'acquis communautaire de l'Union européenne provoquait des modifications dans la société turque qui les intéressaient beaucoup. Et nous encourageait beaucoup à ne pas montrer le dos à la Turquie et de dire de grâce, permettez à ces changements aussi dans des vieux débats comme la relation avec les Kurdes, etc., encourager cela en montrant clairement que l'Union européenne continue à être prête à procéder dans le processus de négociation sur base d'une logique de fair play. Aussi sur la base de ces considérations, moi j'ai surtout trouvé que je devais faire un effort pour faire avancer le train de négociation. Malheureusement, en termes de résultats très concrets, c'est-à-dire l'ouverture d'un chapitre de négociation, nous ne sommes pas aboutis parce que, en termes d'exécution, d'implémentation d'une partie de la législation, il fallait encore un peu plus de temps, notamment dans le cadre du chapitre concernant la compétition. Mais je suis convaincu qu'avec la législation qui a été votée en Turquie en octobre, la voie a été directement dirigée vers la conformité avec l'acquis communautaire européen et que bientôt,
semaines, les mois qui viennent, il sera possible d'ouvrir un nouveau chapitre. L'économie réelle redeviendra rentable, c'est-à-dire que les marchés seront à nouveau régulés de façon à ce que du pouvoir d'achat issu du travail, plutôt que de la spéculation, soit à nouveau distribué aux clients potentiels. Quand le travail et les services publics recommenceront-ils à distribuer du pouvoir d'achat au lieu de nous étouffer dans l'austérité qui devrait sanctionner les seuls spéculateurs? Merci beaucoup. Et votre question n'a pas été sans importance quand, au mois de septembre déjà, l'Union européenne, sous notre impulsion, a trouvé un accord entre la Commission, entre les États membres et entre le Parlement européen pour instaurer une supervision accrue par rapport aux produits financiers des banques et des assurances, et aussi de créer les instruments pour une supervision sur ce qu'on a appelé les risques systémiques. Je suis d'accord avec vous que la crise financière de 2008 a été provoquée par plusieurs raisons, mais notamment aussi par un détachement, une aliénation entre les produits financiers d'un côté qui commençaient à avoir leur propre dynamique, leur propre loi, leur propre schéma de rentabilité, et l'économie réelle. J'ai la conviction que la présidence belge, en décrochant un accord qui n'était pas du tout évident, donc je me souviens que quand on était au Parlement européen au début de notre présidence, que le chef du groupe libéral disait si la Belgique obtient un accord là-dessus, ce sera déjà une présidence réussie, mais il le disait avec la conviction que ce ne serait pas possible d'obtenir l'accord de Londres, de Paris, de beaucoup d'acteurs influents pour faire ce type de démarche. Deuxième réaction par rapport à votre question, c'est que la stratégie Europe 2020, dont je n'ai pas beaucoup parlé puisqu'on m'avait invité de parler surtout sur l'aspect extérieur, mais la stratégie Europe 2020, qui est le successeur de ce qu'on appelait la stratégie Lisbonne, à ne pas confondre avec les traités, mais la stratégie Lisbonne qui disait en l'an 2000, nous souhaitons que pour l'an 2010, nous soyons l'économie la plus compétitive du monde. Là, tout le monde a vu ce qui s'est passé, mais ce n'est pas exactement ça. Mais la stratégie Europe 2020, cette fois-ci, intègre parmi les 5 grandes priorités une priorité sociale bien clairement définie et aussi quantifiée. Et donc je crois que dans ce sens-là, il y a aussi du progrès par rapport à votre souci. Des extraditions de citoyens européens dans des pays qui pratiquent la torture. Dans un cas concret, il y a un citoyen belge qui s'appelle Ali Arras, qui est détenu en Espagne. Vous avez déjà fait poser une question parlementaire à ce sujet. Je ne suis pas parlementaire, monsieur. Non, mais vous avez déjà... Je ne connais pas la... Je peux vous interpeller personnellement. Je ne connais pas les interpellations parlementaires. Ça ne va pas sur le sujet qu'on a... Mais donc je voudrais, excusez-moi, vous m'avez interrompu. Je voudrais vous interpeller sur le cas d'un citoyen belge qui s'appelle Ali Arras. Ce citoyen a fait son service militaire en Belgique. Ce citoyen a vécu 28 ans en Belgique. Il a été poursuivi dans le cadre du dossier Bélirage dont vous connaissez le non-fondement ou le cycle ou le théâtre de ce procès. Ali Arras, qui est citoyen belge, est extradé aujourd'hui vers le Maroc. Tout le monde le sait, le Maroc est un pays qui pratique la torture. Donc, M. Van Ackeren, je voudrais vous demander comment vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, autorisez une extradition vers un pays d'un de vos propres citoyens, extrader un de vos propres citoyens vers un pays qui pratique la torture. Je vous demande, M. Van Ackeren, de faire tout votre possible pour que ce citoyen belge
qui a servi dans l'armée belge, qui a vécu 28 ans en Belgique avant qu'il soit extradé dans un pays qui pratique la torture, puisse revoir sa famille avant les fêtes de Noël, par exemple. Merci, M. Van Ackeren, même si ce n'était pas le sujet. Oui, et donc c'est là où vous devez comprendre que je veux vraiment m'exprimer avec beaucoup de respect pour le cas concret, mais devant le public, j'ai aussi une obligation. Vous avez toujours la possibilité de m'adresser des questions concrètes sur des cas précis. Je trouve que le travail consulaire en faveur de nos concitoyens est un élément très important pour un ministre des Affaires étrangères. Donc je ne dis pas que votre question n'est pas importante. Je dis tout simplement, trouvez-vous vraiment que c'est l'occasion, à l'occasion d'un débriefing sur la présidence belge de l'Union européenne, de me poser ce type de questions, surtout dans la mesure où je viens de répondre à la question au Parlement. Au Parlement, on m'a posé la même question, et la réponse fondamentale qui doit être donnée, c'est que j'ai la conviction que nos collègues espagnols, qui eux ont été à la base du processus, parce que ce que vous oubliez de mentionner, c'est que ce n'est pas moi qui ai extradié, c'est un État membre de l'Union européenne, ayant accepté l'acquis communautaire et une démocratie, pays civilisé, que je n'ai pas à questionner les choix que cet État de droit, qui est l'Espagne, que je respecte beaucoup, et qui respecte les droits de la défense, je n'ai pas à questionner ce type de décision. Ceci dit, je suis toujours prêt à continuer la discussion, mais de grâce, n'utilisons pas le temps imparti à ces gens qui sont venus pour parler de l'Union européenne et de la présidence. Oui, mais bon. Des fondements de l'Union européenne, c'est les droits de l'homme. Il ne faut pas l'oublier, M. Van Ackeren. Des fondements de l'Union européenne, c'est les droits de l'homme. Alors on n'oublie pas les droits de l'homme. On a d'autres droits. Mais ça, il ne faut pas oublier. Mais vous savez, c'est la raison pour laquelle j'ai répondu, n'est-ce pas? C'est peut-être pas la réponse que vous estimez. Disaster response. C'est quoi ça? Je peux aussi les dire en néerlandais. Disaster response, what is that? Il y a 3 familles aujourd'hui qui se dressent contre vous pour abandon de leurs membres de famille. Je vais vous le citer. Je vais me mettre debout comme M. Van Ackeren, si vous voulez. Et je peux le dire en néerlandais aussi. Je vais poser une question, mais ne dites pas que ce n'est pas le sujet. Mais ne dites pas que ce n'est pas le sujet. Je vais vous citer M. Zemouri, M. Attar et M. Arras, dont les familles se plaignent que notre ministre les a abandonnés. Maintenant, est-ce que c'est un signe qu'en Belgique il y a vraiment 2 catégories de citoyens? Première question. Et la deuxième, monsieur, qui vous concerne directement, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas de communiqué ni une déclaration concernant ni Guantanamo, ni ce qui se fait au Maroc, ni ce qui se fait en Irak, mais bien sûr sur les autres sujets que vous avez dit, l'Iran, la Corée du Nord, tout ce qu'on veut. Donc, voilà, c'est une question. Vous n'avez pas de déclaration. Maintenant, si vous me dites que vous monsieur a parlé aussi. Vous avez posé votre question. Ma deuxième, elle est la suivante. Donc je continue avec une autre question. Je vous en prie. La deuxième, c'est est-ce que, au nom de la Convention des droits humains, vous n'avez pas l'obligation d'intervenir quand vous savez qu'il y a un risque, aussi bien en Espagne